C'est inspirant, n'est-ce pas? Bonjour tout le monde, salutations. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à la conférence de Montréal dans le cadre du Forum économique international des Amériques, un événement qui fait la promotion bien sûr de l'innovation et de la collaboration, très ancré dans ce sur quoi on travaille dans notre gouvernement, votre gouvernement. Comme ministre responsable des ressources naturelles et des forêts, je peux pas parler d'innovation sans parler bien sûr du secteur minier. C'est un secteur qui a connu une forte croissance au cours des dernières années, qui suscite aussi de l'intérêt de grandes puissances mondiales, particulièrement en minéraux critiques et stratégiques. Les MCS, comme j'aime bien les appeler, et comme vous les appelez probablement, sont indispensables dans plusieurs secteurs clés de l'économie qu'on souhaite développer. Aérospatiale, batteries pour les véhicules électriques, haute technologie, énergie renouvelable. Et bien sûr, les retombées de l'activité minière sont importantes pour toute la chaîne des fournisseurs et d'entreprises et services qui vont en découler. Il y a un impact positif qui se fait sentir dans plusieurs PME en lien avec le secteur minier et même celles qui se situent dans une grande ville, dans les grandes villes comme Montréal, pourtant qu'on pense loin de l'activité minière. En effet, Montréal, la région de Montréal, c'est la deuxième région du Québec où le produit intérieur brut lié aux dépenses de sociétés minières est le plus élevé. C'est également le cas pour le nombre de fournisseurs qui sont associés aux activités minières. En matière d'emplois générés également au Québec par les sociétés minières, si on parle année personne, la région de Montréal, elle arrive troisième au Québec. Entre 2019 et 2023, les dépenses en exploration pour les minéraux critiques et stratégiques ont augmenté de plus de 215 %, générant des retombées économiques significatives et directes et indirectes. Et ce bilan, il illustre l'effervescence entourant ces minéraux, nos minéraux, en plus de témoigner bien sûr d'une importante confiance envers le Québec minier. Ça laisse entrevoir de belles perspectives d'affaires au Québec pour les PME qui partagent notre vision. La demande en minéraux critiques et stratégiques est en croissance, vous le savez, dans le monde entier en raison du développement des technologies propres, mais bien sûr aussi de la demande accrue en énergie renouvelable. La nouvelle filière de la mine à la batterie sert par exemple à l'électrification des transports. Comme on se rend compte que l'extraction de nouvelles ressources ne va pas suffire à répondre à la demande, l'innovation et l'intégration des principes d'économie circulaire sont donc essentiels. L'ensemble des technologies mises en œuvre dans le cadre de la transition énergétique ont un avantage commun. Les équipements qui les composent, ils sont recyclables. Il est possible donc avec des technologies novatrices de récupérer les minéraux pour les utiliser, les réutiliser de manière à sortir de modèles d'économie linéaire. Et on est en action en ce sens-là au sein de notre gouvernement, au sein des entreprises minières. On parvient par exemple à faire de la transformation de résidus miniers et industriels à Sorel-Tracy, de la fabrication aussi de magnésium à Thetford Mine ou encore du recyclage de minéraux pour la batterie à Saint-Bruno. Et c'est là où le secteur minier du Québec se distingue par rapport à d'autres juridictions. Notre écosystème, il est unique, il est bien développé, il fait notre renommée à l'international à titre de partenaire fiable, éthique et durable. Et c'est aussi ça les retombées responsables de l'activité minière au Québec. Notre gouvernement souhaite continuer ce virage qui a été amorcé dans le passé. À cet effet, les dispositions dans le projet de loi 63 que j'ai déposé, qui modifie la loi sur les mines, tout récemment donc déposé à l'Assemblée nationale, visent à faciliter notamment l'accès aux ressources déjà extraites dans les résidus miniers, donc que notre passif minier devienne un actif minier, où se trouvent d'importantes ressources autrefois qui étaient inutilisées, et à maximiser la transformation en offrant la possibilité de générer plus d'activités économiques dans nos régions du Québec. Notre plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques comporte aussi d'importants volets sur l'économie circulaire et le recyclage qui se déploient par différents programmes et initiatives. Notre plan propose notamment des mesures pour adapter la qualification de la main-d'œuvre, en plus des programmes pour favoriser l'atteinte des plus hauts standards ESG dans l'industrie.
Le Québec est riche de son savoir-faire, de son expertise, par sa vaste histoire minière. Il faut continuer donc à tabler sur la mise à jour des compétences tant pour les PME que chez les grandes industries. Et je profite de l'occasion de la tribune que j'ai aujourd'hui pour saluer le travail de l'Institut national des mines et du Comité sectoriel de la main-d'œuvre du secteur mine, ainsi que des institutions d'enseignement secondaire postsecondaire québécoises qui contribuent à adapter les formations, les services de formation continue aux besoins des entreprises minières. Ils font un travail colossal en ce sens-là, dans un monde qui bouge rapidement. L'innovation pour les PME du Québec œuvrant dans le secteur des minéraux et de l'énergie passe par les zones d'innovation. Ce sont des catalyseurs à la croissance économique. Actuellement, on compte au Québec 4 zones d'innovation désignées par notre gouvernement. Elles sont toutes les 4 liées aux minéraux critiques et stratégiques, directement ou indirectement. On a District Q en technologie quantique à Sherbrooke. On a Technum Québec en système électronique intelligent à Bromont. L'espace aéro, dont on vous parlait tout à l'heure, qui a été lancé le 21 mars dernier en mobilité aérienne avancée, dispersée entre Longueuil, Montréal et Mirabel. Et bien sûr, la vallée de la transition énergétique qui, elle, comporte 3 secteurs de développement. La filière batterie, bien sûr, l'électrification des transports également, ainsi que l'hydrogène vert et la décarbonation industrielle et portuaire. Et partagée, elle, entre 3 villes, entre les villes de Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan. Le panel qui va suivre mon intervention, mon introduction, va permettre de discuter de votre place, de votre rôle comme entreprise innovante au cœur d'une zone d'innovation. Donc, les panélistes vont nous entretenir sur le thème de la mine à la batterie et vous pourrez entendre un représentant de la vallée de la batterie, de la transition énergétique, M. Clément Villemont, suivi de M. Frédéric Steinman, qui travaille à une initiative très similaire au Nevada également, sur les thèmes du lithium et des batteries. Je tiens à le souligner, cette nouvelle filière devra faire appel à de nombreuses PME pour répondre aux besoins qui en découlent. Et c'est là qu'une zone d'innovation prend tout son sens pour des PME, les PME du Québec, parce qu'elle est bien plus qu'une simple zone industrielle nichée dans un secteur. C'est un milieu de vie qui intègre l'ensemble des PME et qui peut faire fructifier l'ensemble de nos PME. Et nos panélistes vont d'ailleurs pouvoir en présenter certains bénéfices, tant au Québec qu'aux États-Unis. À force d'audace, de persévérance, mais aussi évidemment d'innovation, le Québec est devenu un véritable chef de file dans le développement responsable de son secteur minier. Et on souhaite non seulement conserver notre avance, mais aussi l'amplifier. C'est donc sur la scène internationale, auprès des leaders mondiaux, qu'on puise nos meilleures pratiques pour que les PME du secteur minier puissent se développer et continuer de contribuer à la richesse collective et responsable pour le Québec. Sur ce, merci d'être avec nous aujourd'hui, de prendre du temps aujourd'hui pour ce panel. Merci aux panélistes aussi de partager leurs observations. Donc, bon panel à tous. Et je cède donc la parole à M. Jocelyn Douéret, qui est directeur des politiques minières, qui va modérer le panel. Merci tout le monde. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Jocelyn Douéret, directeur des politiques minières, et je serai donc le modérateur du panel aujourd'hui. Alors, Madame la Ministre, tout d'abord, merci de cette introduction qui démontre bien l'intérêt que le gouvernement du Québec porte aux PME et à l'innovation dans cette nouvelle filière de la mine à la batterie. Comme vous l'avez mentionné, les zones d'innovation sont des catalyseurs essentiels de la croissance économique du Québec. Et d'ailleurs, comment est-ce que les PME québécoises s'intègrent au sein des zones d'innovation? On va essayer de voir tout à l'heure. Quels sont les principaux avantages de cet environnement collaboratif dans les zones d'innovation? Et en matière d'écosystème d'innovation, quelles sont les meilleures pratiques observées dans d'autres pays? Et on aura la chance de voir ce qui se passe aux États-Unis et de voir si ça peut être intéressant pour les PME du Québec. Alors, pour aborder ce thème, on l'a dit, mais je vais réintroduire nos panélistes. Donc, nous avons Frédéric Steinman, qui est directeur du University Center for Economic Development de l'Université du Nevada. Clément Villemont, vice-président Innovation Écosystème à la Vallée de la Transition énergétique.
On a Denis Isabelle, vice-président développement durable chez Nemaska Lithium. Et pour terminer, nous avons Simon. J'en pas long, je vais trouver. Merci. Ça marche. On va y avoir. Simon Lafleur, merci, président et directeur général de Sunbird Energy. Donc, on va commencer par une brève présentation du point de vue justement de nos panélistes d'après leur position dans les zones d'innovation au sujet des PME et de l'innovation, bien entendu. Alors, Monsieur Villemont, je commencerai par vous. Vous êtes donc de la vallée de la transition énergétique et la première idée qui vient en tête quand on parle de la VTE, c'est la filière batterie et donc les gros projets qui sont en construction aujourd'hui dans le parc industriel de Bécancour. Cependant, la VTE, c'est plus que ça. Alors, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette zone d'innovation. Ouais, merci beaucoup. Je pense que c'est bon, micro est allumé. Donc merci beaucoup. Donc oui, effectivement, et puis Madame la Ministre l'a mentionné, là on a trois grandes thématiques. Nous, c'est la vallée de la transition énergétique, c'est pas la vallée de la batterie. Et je pense que c'est important de le clarifier parce que l'objectif d'une zone d'innovation, c'est finalement de briser un peu les multiples silos qu'on a habituellement et d'essayer de regarder l'écosystème dans son ensemble et de voir comment est-ce qu'on fait travailler donc les grands donneurs d'ordre qui ont été amenés par Investissement Québec, etc., qui ont fait un travail fantastique. Les PME existantes, traditionnelles ou non, qui veulent s'intégrer dans cet écosystème et qui voient des opportunités d'affaires et d'évolution. Le monde du savoir, avec évidemment le support des fonds de recherche, etc., mais d'amener cette communauté universitaire qui génère la majorité de l'innovation au Canada et comment est-ce qu'on peut l'arrimer avec la stratégie du Québec. Les actions gouvernementales, et puis je suis content d'avoir cette introduction par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, parce que finalement on était beaucoup avec le ministère de l'Économie, mais c'est un travail de tout le gouvernement du Québec, c'est vraiment un centre de polarisation des activités gouvernementales. Et le dernier point, c'est les startups, c'est les nouvelles entreprises qu'on va pouvoir créer et intégrer dans cet écosystème. Donc c'est vraiment beaucoup plus que juste quelques donneurs d'ordre et puis comme disait la ministre, un parc industriel. On a un écosystème qui est encore jeune, il y a tout à bâtir, mais l'objectif c'est finalement un peu de s'inspirer de ce que Montréal a très bien fait sur l'aérospatial, c'est-à-dire de profiter de l'arrivée de la présence de donneurs d'ordre pour consolider un écosystème et de regarder finalement où est-ce que dans la course mondiale quand même qui est lancée là, avec la Chine en particulier, où est-ce que le Québec a, pardonnez-moi, des right to win. Et je pense qu'en technologie, on en a beaucoup. Donc c'est vraiment ça, le but, c'est de penser du TRL1 au TRL9, de la PME existante au donneur d'ordre à la start-up. C'est vraiment d'être capable d'arrimer tout ce monde-là ensemble, sans oublier nos acteurs municipaux, les milieux de vie dans lesquels ces projets-là s'inscrivent et qui sont fondamentaux, l'innovation sociale en particulier, va être un aspect fondamental pour la réussite des zones d'innovation. Merci, Monsieur Villemont. On a justement deux entreprises qui sont présentes dans la vallée de la transition énergétique. Je commencerai par Monsieur Isabelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet et de votre entreprise pour situer un petit peu qui vous êtes et comment vous vous insérez dans la vallée de la batterie? Alors, nous serons un producteur d'hydroxyde de lithium, une production intégrée, donc avec une mine à la baie James sur le territoire Iuichi, qui est près de la communauté de Nemaska, d'où le nom de la compagnie. Donc, cette mine-là va produire un concentré de spodumène, qui est le minéral qui contient le lithium, qu'on va transporter à Bécancour, où on construit une usine de transformation qui va produire de l'hydroxyde de lithium. L'hydroxyde de lithium, c'est un des produits qu'on utilise après pour faire le matériel des cathodes. Donc, on aime à penser que parce qu'on est installé dans le parc industriel de Bécancour, qui est un très beau parc industriel, on n'est pas allé là pour des mauvaises raisons, pour toutes les bonnes raisons, il y a toutes les facilités. Ça a aussi servi à attirer les autres compagnies qui s'installent dans le parc, qui vont utiliser éventuellement notre produit pour faire les autres étapes de fabrication des batteries. Donc, nous, on intègre les deux premières étapes, l'extraction minière concentrée et après ça, transformation en hydroxyde de lithium à Bécancour. Et on est en construction. On va être en opération 2026. Parfait. Merci, Monsieur Isabelle. La deuxième entreprise qui est présente avec nous, donc Sunbird Energy, Monsieur Lafleur, vous avez une entreprise qui est une entreprise en démarrage, qui est utilisatrice de minéraux critiques et vous avez eu la possibilité de vous installer dans la vallée de la transition énergétique. Donc, peut-être nous faire part de votre entreprise et de oui, votre exécution. Absolument. Vous aurez compris rapidement que la PME start-up entre nous et Nemaska, c'est bien nous. On a la chance de collaborer justement avec la vallée de la transition énergétique pour
avoir accès à ces opportunités d'affaires-là. Souvent, en entreprise ou en démarrage, on se demande comment avoir accès à un secteur, à un marché, à des opportunités. Ben, si il y a une portion de la salle aujourd'hui qui représente la PME et qui se demande comment collaborer avec les joueurs majeurs qui prennent part dans la vallée de la transition, ben, je vous invite à communiquer directement avec la vallée. C'est de cette façon-là qu'on est capable, nous, de notre côté, de déployer des initiatives qui sont très concrètes, très alignées avec les valeurs de la vallée de la transition, mais également les valeurs des entreprises qui la composent. Rapidement, notre offre de service, on offre une solution intelligente de la gestion de la pointe, de la gestion de la puissance. Comment on y arrive, puis un peu le lien avec ma présence sur le panel, c'est en accumulant de l'énergie dans des batteries, majoritairement, pour permettre aux entreprises de consommer de l'énergie soit du réseau ou d'un équipement de stockage, et ainsi être un consommateur plus diligent de sa puissance, alors qu'on sait très bien que l'approvisionnement en puissance va devenir ou est déjà un enjeu dans la province. Parfait, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers notre dernier panéliste, Monsieur Frédéric Steinman. Donc, vous êtes impliqué comme chercheur principal au Nevada dans le US Economic Regional Administration Regional Technology and Innovation Hub. Dans un premier temps, parlez-nous du US EDA, qui est l'autorité qui gère cette initiative et qui est une branche du département du commerce, et plus spécifiquement du Tech Hub dont vous vous occupez. La traduction prend un certain temps. Well, thank you very much for the opportunity to be here today. As I was listening to the other panelists, as well as the minister and several of the presentations and discussions from yesterday, what strikes me is Quebec and Nevada, the United States and Canada. I think we share a lot of challenges and we share a lot of opportunities. The Regional Technology and Innovation Hub program is administered by the U.S. Economic Development Administration, part of the U.S. Department of Commerce. The Regional Technology and Innovation Hub program was created by the CHIPS and Science Act of 2022, really designed with the purpose of first recognizing geographic regions with significant advantage and maturation in a specific key technology focus area. And then being able to provide resources to SMEs as well as our public sector and nonprofit and community-based partners to accelerate maturation of that key technology focus area. The Nevada Regional Technology and Innovation Hub, which was designated by the Economic Development Administration back in October of 2023, is predominantly focused on critical minerals, the extraction and processing of lithium, but also gold, copper, silver, and other metals and minerals used in the production of electric vehicle batteries and other related technologies. The Nevada Tech Hub will seek to rapidly accelerate business creation, attraction, retention, and expansion efforts from extraction to processing to advanced manufacturing, as well as to recycling. Really with the desire to create a loop between those components of the value network and the supply chain in that broader lithium battery, critical element, and other EV materials sector. Again, that'll be predominantly done through fairly aggressive and fairly targeted business development efforts. Our goal within the next 5 years, starting October of this year, is to create 3,000 new businesses, expand 2,000 existing businesses, and to create 50,000 new jobs within the industry sector across 16 of Nevada's 17 counties. While the University of Nevada, Reno, again emphasizing the important role that innovation plays in building this type of innovation ecosystem, will take the lead in trying to coordinate and organize the efforts. It's very much a collaborative process between the public sector, the private sector, and nonprofit and community-based organizations. Like the other 30 designated tech hubs in the United States, our consortium in Nevada consists of over 70 individual organizations, state agencies, local governments, cities, counties, 7 of the 8 regional economic development authorities, both of Nevada's economic development districts,
and a wide variety of private sector partners, from large-scale firms like Tesla and Panasonic North America, to new innovative companies like Dragonfly Energy, Ioneer, Lilac Solutions, really, again, with the desire to close gaps within the value network and reshore and onshore critical components of this particular value network and supply chain. And again, that's really the underlying purpose of the National Regional Technology and Innovation Hub program, is to work collaboratively across the public and private sector, and again, even with nonprofit and community-based organizations, to close those identified gaps in a series of key technology focus areas, really emphasizing the national security importance of these key technology focus areas, but also the role that these technologies and innovations will play in climate change mitigation and adaptation, as well as economic development and economic diversification. Merci beaucoup. Donc, on voit que tant au Québec qu'aux États-Unis, on vise premièrement la même filière et sensiblement les mêmes façons de fonctionner. Donc, les PME ont été mentionnées à plusieurs reprises dans vos interventions. Donc, peut-être, Monsieur Villemont, comme le mentionnait la ministre, les PME sont nombreuses à intervenir tout au long de la chaîne d'approvisionnement de la filière. On le voit jusqu'au recyclage. Autant comme acteur de la chaîne d'ailleurs et que comme fournisseur des acteurs de la chaîne. Qu'est-ce que la vallée de la transition énergétique, la zone d'innovation, apporte aux PME de la région? Ouais, bah c'est exactement le cœur du sujet. Puis c'est pour revenir un peu sur ce que tu disais, c'est que la transition énergétique, c'est un projet de société. Et ça implique que tous les acteurs de la société se mettent en branle. Et sur le secteur économique, les PME, c'est le cœur. C'est vraiment là où il se passe énormément d'innovation, même si c'est pas toujours labellé comme ça, c'est pas forcément le mot ou le vocabulaire qui est utilisé. Et il y a un gap de vocabulaire entre les universités là, et les entreprises. Et le rôle de la zone d'innovation, c'est d'être l'écosystème de référence pour la transition énergétique, et ça permet plusieurs choses. Bon, déjà, hier, le ministre Girard, il parlait d'infrastructure. Ça, c'est sûr que ça va être une des choses qu'on veut mettre en place pour aider nos PME. Pour l'instant, les infrastructures sont pas encore là. Donc c'est là où ce que tu disais, Simon, c'est qu'on fait énormément de mise en relation et de permettre des opportunités. Parce que nous, on est là pour aider à naviguer l'écosystème du savoir, donc aller chercher les ressources qui manquent quand il s'agit finalement de monter en niveau de maturité technologique. On est là pour rapprocher des donneurs d'ordre ou même rapprocher des PME entre elles, parce qu'il y a énormément finalement de maillons dans cette chaîne-là. C'est un écosystème qui est complexe. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'être capable d'aider à naviguer. Ensuite, dans un second temps, avec nos partenaires gouvernementaux, un de nos rôles, c'est évidemment d'aider à naviguer les programmes et toutes les aides et les supports qui existent, parce qu'il y a énormément de vallées de la mort au pluriel pour être capable d'arriver à ces technologies, arriver à développer les nouvelles entreprises ou restructurer les entreprises existantes sur des nouveaux marchés. Donc nous, on est là un peu pour travailler avec nos partenaires gouvernementaux pour amener ces capacités, amener ce de-risking finalement. Et puis enfin, dans un troisième temps, ça va être d'aider à l'internationalisation et à l'export. Parce qu'on sait très bien, le Québec, c'est quand même un marché qui est très limité et c'est une compétition qui est internationale. Et encore une fois, avec nos partenaires, parce qu'évidemment, la zone ne travaille pas tout seul. L'innovation en transition énergétique n'a pas commencé avec la zone d'innovation, puis ne va pas s'arrêter avec elle. Mais l'objectif, c'est de permettre aux PME de se développer localement, mais aussi d'avoir une shot honnête à l'international pour faire rayonner le Québec et être capable de valoriser nos ressources naturelles et nos assets le plus efficacement possible. Donc on est vraiment là pour structurer, prendre toutes les pièces du puzzle, puis essayer d'en faire quelque chose qui, en fait, une chaîne de valeur qui soit forte et qui soit efficace à l'international et pas juste au niveau régional. Merci, Monsieur Villemont. Donc, je retourne à Monsieur Steinman. Plus spécifiquement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels services vous offrez de votre côté à vous, aux PME, aux entreprises, pour qu'elles se développent? Quels sont les secteurs que vous touchez et quels services spécifiquement vous offrez? Well, first and foremost, I think it's important to always emphasize that, you know, the interventions that the Nevada Tech Hub or our various public sector economic development partners may take have to be driven by the needs of the SMEs first and foremost. So one of the interventions, one of the initiatives that the Nevada Tech Hub will take and is already taking is to create kind of that community of innovation and dialogue and discussion across industry lines. You know, companies like Dragonfly Energy, they may purchase a particular screw that needs to be manufactured a certain way to support their battery manufacturing.
We want to work with Dragonfly Energy to understand their supply chain and value network needs so that we, through the Tech Hub, can operate and work with our economic development partners to create that one screw manufacturer or that plastics manufacturer, that component of the value chain within the Tech Hub region so that they can provide that particular good and service to Dragonfly to accelerate and further develop their efforts. We do know that, again, Nevada shares quite a bit with Quebec in terms of its geographic and socioeconomic profile. About 90% of our state's population is concentrated in 3 relatively small metro geographic areas, leaving a lot of space in the remaining 14 or so counties that comprise the Nevada Tech Hub. These communities have major infrastructure challenges in terms of transportation, but also access to housing, access to quality healthcare services, access to quality education and child care services, and to support the new job creation as well as the new business development that will occur. We look to work with those rural and non-metro communities to enhance infrastructure and community capacity to support the SMEs in their effort to expand their operations and further grow the industry sector. So those infrastructure, community capacity, and housing questions will be part of our intervention. Certainly the workforce development piece, working across our community colleges, K through 12 public education institutions, but also working directly with the SMEs and individual firms to identify those gaps in the supply chain and then aggressively target through new business creation and expansion, be it direct funding, purchasing of equipment, finding of location, generally the usual menu of business development efforts that economic development organizations employ. Merci beaucoup. On voit que c'est très similaire. On a l'impression d'assister à une traduction simultanée de ce que Clément vient de dire. Donc, c'est quand même assez exceptionnel de voir cette communauté de pratiques, mais aussi des similitudes dans les enjeux. Justement, en revenant aux enjeux, mais aussi aux avantages d'être dans une zone d'innovation minière, Monsieur Isabelle, est-ce que vous pouvez nous préciser pour vous, justement, quels sont les avantages d'être là? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne l'avez pas choisi par hasard, donc on serait intéressé d'en savoir un peu plus. D'abord, le parc industriel et portuaire de Bécancour, c'est une infrastructure vraiment clé pour le développement économique du Québec. Elle est bien située au centre avec tous les services, comme je disais, qu'on peut désirer pour faire une industrie lourde. N'oubliez pas, nous, on est une industrie lourde, là, la mine plus l'usine. Donc, être là, c'était vraiment clé d'être au cœur du Québec pour faire ce projet-là. Puis, vous le voyez, c'est ce qui aussi, on prétend. On a la prétention que c'est peut-être à cause qu'on est là que les autres sont venus s'installer aussi à côté. Ils profitent des mêmes avantages du parc industriel, mais aussi on va être les producteurs d'un des principaux intrants dans le reste de la chaîne de production des batteries qui contient le lithium. Donc, c'est un peu ça. Mais au cœur du Québec, où on est, il y a aussi une structure industrielle qui est déjà développée, on a des entrepreneurs locaux, on a des services. Donc, comme toute industrie lourde, on va avoir notre lot de retombées économiques qui va se développer autour du projet. On applique déjà une procédure, une politique d'achat local pour essayer de centraliser ça. Parce que comme on est une nouvelle industrie, parfois les services ou les équipements ne sont pas tous disponibles à proximité au début. Donc, on essaie de communiquer le plus possible nos besoins d'avance. On a un site web sur lequel on met d'avance tous les projets d'achat qui s'en viennent, tous les lots d'achat. Donc, on fait des foires avec les fournisseurs. On participe à toutes les activités de développement économique, les chambres de commerce locales. On est très impliqués de ce côté-là. Puis avec la vallée de la transition, bien sûr. Ça, c'est un autre aspect. Et l'autre aspect qui est peut-être pas assez connu, puis que je m'en viens faire la publicité à chaque fois que j'ai une chance, c'est que comme on est une industrie lourde, on produit, comme les autres industries minières, puis comme beaucoup de résidus. Et ces résidus-là, comme la ministre le mentionnait tantôt, il ne faut pas voir ça comme un déchet, il faut voir ça comme une opportunité d'affaires. Donc, on travaille beaucoup. J'ai un département qui ne fait que ça, comment valoriser nos sous-produits et comment les valoriser le plus possible dans la région immédiate de l'usine pour créer du développement économique à partir de ces matières premières-là. Parce que pour nous, c'est un résidu,
mais pour l'autre industrie, c'est une matière première. Merci beaucoup. C'est un bon exemple, effectivement, où la zone d'innovation la zone d'innovation, à l'occurrence, la vallée de la transition énergétique, sert aussi d'exemple en économie circulaire du secteur minier. Donc, dans ce sens-là, c'est très important, je dirais, pour l'ensemble du secteur minier québécois. Maintenant, dans le cas de Monsieur Lafleur, vous êtes dans une situation totalement différente. Vous êtes un utilisateur de minéraux. Et avec vos technologies et surtout pour vous, l'intérêt pour une entreprise comme la vôtre d'être dans la zone d'innovation, c'est quoi? Il faut comprendre que les zones d'innovation aident énormément les entreprises à s'établir sur leur territoire, de par leur réseau, de par leur compréhension des enjeux politiques et géographiques et environnementaux. Mais il faut comprendre aussi que ces zones d'innovation-là ont par la croissance qu'elle génère des problèmes. Nous, on vient proposer une solution à un de ces problèmes-là que la majorité des zones d'innovation vivent actuellement, puis c'est une solution de la puissance. Donc, quand on parle de zones d'innovation, on parle effectivement de croissance industrielle soutenue. On le voit dans le cas de la vallée de la transition énergétique, c'est un boom réfléchi puis pertinent, puis avec une belle vision. Mais c'est un boom qui amène plusieurs enjeux, dont des enjeux d'approvisionnement en énergie, en puissance. Ces enjeux-là qui correspondent également aux enjeux de la province actuellement. Donc pour nous, les zones d'innovation, c'est un endroit où les problèmes se concentrent là où on offre nos propres solutions. On est très content de collaborer avec la vallée de la transition énergétique. On a un super bon lien. Les zones d'innovation au Québec sont très approchables, maîtrisent très bien leur rôle, puis favorisent le développement autant des entreprises qui s'y installent que les entreprises comme la nôtre qui leur servent d'outils pour soutenir leur croissance. Merci. Donc, on voit que les zones d'innovation, encore une fois, apportent un espace, des collaborations, des synergies, la gestion de l'énergie. Peut-être un point qu'on n'avait pas encore jusqu'à maintenant abordé. On a parlé de l'Institut national des mines, on a parlé de la main-d'œuvre au Québec. L'attraction de la main-d'œuvre, c'est une chose, mais c'est aussi de la formation. Alors, quel rôle peut jouer une zone d'innovation dans le secteur, justement, de la formation et de l'attraction de main-d'œuvre ou de la formation de la main-d'œuvre? Et déjà, on a développé avec nos partenaires d'Investissement Québec et du MEIE une étude là sur les besoins de main-d'œuvre de la filière batterie qui devrait être annoncée, dévoiler en tout cas les résultats prochainement. Puis l'objectif, c'est un peu de fédérer l'écosystème de formation. On a 9 universités qui sont partenaires de la zone et aussi tout l'écosystème des cégeps. C'est de faire un peu ce que vous disiez, puisque tu disais, faut partir des besoins de l'industrie. C'est super important d'identifier les besoins réels, puis c'est des besoins qui vont vite. Le problème, c'est aussi d'adapter la vitesse, puis de coordonner la réponse de l'écosystème. Et ces deux temporalités qui sont très différentes, la temporalité de l'industrie et la temporalité de nos cégeps et nos universités sont pas du tout les mêmes. Créer un nouveau programme, ça prend énormément de temps. Donc il faut être innovant et créatif aussi dans les façons dont on va répondre à ces défis-là. Il y a besoin d'énormément d'opérateurs, c'est le plus gros besoin dans un premier temps. Il y a besoin d'ingénieurs aussi. Dans Northvolt, on a besoin de près de 1000 ingénieurs. Là, c'est colossal. Et ça, le bonus que ça, c'est qu'on sait qu'il y a toujours un peu de compétition entre nos établissements. Mais là, quand il faut former 1000 ingénieurs, il n'y a plus de compétition parce que finalement, il n'y a aucune université peut prétendre être capable de former 1000 ingénieurs toute seule. Et donc là, on peut créer de la collaboration et fédérer un écosystème. La difficulté, c'est d'être au diapason et d'être assez rapide pour être capable de répondre à ces demandes-là. Et le cas des infrastructures va se poser aussi dans cet aspect-là, puisque finalement, pour certaines industries, je pense en particulier aux usines de matériaux actifs de cathode, ça prend puis je pense que les mascots, vous allez avoir les mêmes problèmes, ça prend des procédés, des répliques de procédés pour former, et à l'heure actuelle, ces équipements, ils sont pas disponibles au Québec. La main-d'œuvre doit être formée en Suède ou en Corée, et c'est ce genre de compétences qu'on doit ramener, d'infrastructures qu'on doit développer pour être pleinement autosuffisant et être capable de croître. Donc on a un rôle, encore une fois, de coordonnateur, de fédérateur, de faire remonter les besoins et de coordonner la réponse qui vise à les résoudre. Merci beaucoup. Monsieur Steinman, je vais vous poser la même question. Est-ce qu'aux États-Unis, en particulier au Nevada, la question de la formation de la main-d'œuvre, l'attraction de la main-d'œuvre, comment est-ce que la zone d'innovation chez vous, le Tech Hub, s'en occupe de ces enjeux-là? So workforce development and just workforce availability in general, certainly a major challenge, especially coming out of the pandemic.
Throughout the 16-county region that is the Nevada Tech Hub, the combined unemployment rate is less than 5%, which means there are no available workers. We certainly have invested heavily in the Tech Hub to focus heavily on workforce development. We're engaging with our various workforce development partners, such as the Governor's Office of Workforce Innovation, our community colleges in Great Basin College, Western Nevada College, the Truckee Meadows Community College, as well as our partners at the University of Nevada, Las Vegas, the Desert Research Institute, and among a wide variety of community-based organizations, really to kind of focus the workforce development efforts on addressing, those questions like how do we, find the necessary number of engineers or operators. It is a challenge, especially when you start to expand those workforce challenges outside the primary industry. You need skilled machinists, you need, forklift operators. You also, need to think about how do you attract a population to these predominantly rural communities where the vast majority of the job creation is going to occur over the next 5 years, especially as companies like Ioneer and Lithium Americas begin their extraction operations and lithium and other critical element processing activities. So while we are working very closely with almost 24 workforce development partners, both in terms of the formal 4-year education in engineering and mechanical and chemical sciences, we'll continue to work closely with the community colleges and the community-based educators on the career technical education and certification side. But we also need to think about, well, how do we recruit a population and a workforce to live in Nevada in these rural communities? So we think about expanding workforce development to include some of those infrastructure and community capacity pieces. We need to develop quality, available housing. We need to develop additional healthcare and childcare and education services so that when mom and dad are working at a mine site or working at a battery manufacturing facility or another SME that is providing goods and services to this emerging industry, they have quality schools and quality childcare to send their kids to. So workforce development, I think, especially from our standpoint in the Nevada Tech Hub, needs to be thought about much more broadly than just the training of workers within that education or within that industry sector. It really needs to be expanded to think about how do you attract a population and a workforce to these communities? How do you retain your existing workforce and population, all the while doing it in a sustainable manner that doesn't destroy and threaten, the community culture, the heritage, the tradition, and the identity of these individual communities that have existed for 100+ years, well before the development of this innovation ecosystem. Merci beaucoup, vraiment, vraiment intéressant. Peut-être du point de vue des PME, je commencerai par Simon Lafleur. Au niveau des enjeux, justement, si vous en avez, de recrutement, de formation, ça se passe comment chez vous? Il faut comprendre qu'on œuvre dans un secteur qui est relativement nouveau, qui utilise des composantes qui ont été peu mis de l'avant dans le contexte énergétique du Québec des dernières années. Donc, on a tous les défis qu'on peut imaginer dans ce type de circonstances. Par contre, on a l'avantage, je crois, d'avoir le milieu académique qui a pris les devants il y a quelques années pour attirer l'attention vers notre secteur, vers le secteur des énergies renouvelables, que ce soit au niveau très primaire en électricité ou en compréhension du stockage ou en raccordement réseau. C'est des enjeux qui ne sont plus inconnus, mais que malheureusement, par la force du temps, on n'a pas le nombre avec nous, là. Donc, les candidatures sont plutôt rares et c'est effectivement un frein à notre croissance. On est content de voir cependant que les gens, quand je dis les gens, c'est la communauté académique, mais également la communauté d'affaires, je dirais internationale,
elle, ne baisse pas les bras, continue de former sa propre masse, puis éventuellement, ben, on le voit là, avec les démarches à l'international de la vallée de la transition énergétique, on va se retrouver avec des entreprises qui veulent former également ici de la main-d'œuvre, qui ont une expertise que malheureusement on n'a pas ou on n'a pas encore atteint le même niveau. Puis on va se retrouver avec une force de travail formée par du savoir étranger, mais qui va opérer, créer de la valeur ici au Québec. Puis nous, on a vraiment hâte d'en profiter également pour accélérer notre croissance. Merci. Donc un bon modèle de se réapproprier ou de s'approprier des nouvelles technologies, des nouvelles connaissances. Du côté de Nemaska Lithium, au niveau du recrutement, de la main-d'œuvre, comment ça fonctionne? On a les mêmes défis que tout le monde. On participe à la vallée de la transition, donc tout ce que mon collègue a parlé de fédérer les cégeps et l'université ensemble, ça avait déjà été entrepris avant même la création de la vallée par nous, parce qu'on était un des premiers à aller s'installer à Bécancour à ce moment-là. Donc, on a un peu défriché le terrain en avant de ce côté-là. Et puis, on a eu une bonne parce que faut pas se le cacher, là, les cégeps sont en compétition. Alors, et les universités également. On a réussi à fédérer les gens ensemble pour nous aider. Donc, le côté recrutement, ça va relativement bien dans le contexte parce que on est dans un domaine qui attire les jeunes énormément. Donc, on a un petit avantage. Par contre, pour le reste de la communauté d'affaires du centre du Québec, on est une grosse menace. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Et puis, il ne faut pas qu'on aille un petit peu drainer trop de main-d'œuvre puis créer un trou dans la région là, qui serait dommageable même pour nous à long terme. Donc, il faut y aller prudemment, il faut y aller en concertation pour faire attention parce que, comme tu le dis, Simon, même si toutes les universités, les cégeps se mettent ensemble d'un coup sec, on n'aura pas tout le monde du premier coup. Là. Ça va prendre un certain temps avant qu'on ait formé toute cette main-d'œuvre-là. Donc, on a des enjeux de ce côté-là, puis on a des enjeux aussi au niveau de la capacité d'accueil, parce que là, oui, on va engager des gens locaux, même on va engager des gens de l'extérieur qui vont venir. Alors là, c'est un autre impact sur la communauté. On l'a beaucoup étudié parce que nous, même si notre projet est trop petit pour être soumis au régime des évaluations environnementales légales au Québec, on a fait quand même l'étude d'impact de façon volontaire, l'étude complète. Et comme dans beaucoup d'études d'impact, si on se rend compte, c'est l'impact social d'un projet qui est souvent le plus important que l'impact biophysique. Et cet enjeu-là des services publics, je vous le donne en mille. L'enjeu le plus important de l'installation de Nemaska Lithium à Bécancour, c'est le nombre de places en garderie. C'est ce qui est sorti en tête de liste. Donc, il faut faire attention. Il faut aussi travailler avec la communauté puis avec les autres industries qui viennent s'installer dans le coin pour créer un milieu de vie pour attirer la main-d'œuvre. Donc, merci pour le témoignage. Donc, on constate que les défis sont là. Les perspectives sont extraordinaires, donc les zones d'innovation sont là pour y répondre, et notamment la vallée de la transition énergétique et le Tech Hub au Nevada. Peut-être pour terminer, si vous pouviez nous résumer chacun en quelques mots, quels sont justement les avantages de travailler en groupe sur ces enjeux-là? Alors, je commencerai peut-être par Simon, puis je reviendrai vers Frédéric à la fin. Je crois qu'on est capable d'arriver à nos fins individuellement, mais c'est beaucoup plus pertinent et surtout agréable de le faire en groupe. Heureusement, au Québec, on a un écosystème, je dirais, qui est principalement piloté par les zones d'innovation pour rassembler ces gens-là, puis rendre le processus efficace. On parle souvent de travail d'équipe, mais souvent, on se retrouve à faire du travail individuel parce qu'on n'a pas l'entraîneur ou la chambre pour s'y retrouver. Je pense que les zones d'innovation au Québec et la vallée de la transition énergétique jouent très bien ce rôle-là. Puis on va le voir, on le voit déjà de notre côté, mais on va le voir à travers la province. C'est ces zones-là, avec les villes qui les composent, qui vont vraiment voir un essor soutenu, pertinent et réfléchi de leur parc industriel. Donc pour nous, c'est vraiment, on est vraiment fiers de pouvoir faire partie de cette équipe-là. Merci. Peut-être Denis, de ton côté? Oui, je voudrais pas couper les punchs de mon collègue à droite, mais le fait d'être avec la vallée de la transition énergétique, c'est ça l'outil qu'on a pour coordonner puis créer cette circularité-là. De façon plus spécifique pour Nemaska Lithium, je vous parlais de nos sous-produits.
et certains de ces sous-produits-là, on les partage avec les autres joueurs qui viennent s'installer. Donc, actuellement, ce qu'on travaille, c'est essayer de se coordonner entre nous pour développer ces filières de valorisation-là de façon conjointe et aussi pour faire du certain recyclage. Par exemple, les fabricants de matériel de cathode ont des résidus qui contiennent du lithium. Donc, nous, on pourrait, en opération, reprendre. Donc, c'est de créer l'écosystème circulaire autour. Donc, c'est de utiliser cette opportunité-là d'être près les uns des autres, de se coordonner, de se parler. Et puis, par exemple, tout le monde parle que les batteries, c'est recyclable. Oui, c'est vrai, mais une compagnie comme nous qui fabriquons de l'hydroxyde de lithium, ben, il faut qu'on parle avec les lithions de ce monde pour savoir comment on va le recycler, le lithium. Parce qu'il y a des enjeux techniques, mais on le fait déjà. On est déjà en communication. Puis ça, c'est grâce au fait qu'on est regroupés ensemble et puis qu'on se parle et puis qu'on est dans la vallée de la transition énergétique. Donc la communication, ça facilite aussi l'éco-conception de produits au sein d'une même zone d'innovation. Donc là, on est vraiment dans la circularité. Tout à fait. Merci. De ton côté, Clément, en quelques mots? Ben moi, je vais me permettre peut-être une analogie musicale. Oui. C'est que la transition énergétique, c'est une partition qui est extrêmement complexe à jouer, qui nécessite énormément de musiciens. Et même si on a énormément de virtuoses autour de la table, ça prend un chef d'orchestre pour coordonner le tout. Ça ne prend pas 8. C'est ça tout l'enjeu, c'est qu'il y a énormément de virtuoses, beaucoup de gens qui veulent rejoindre l'orchestre. Il y a une infinité de complexité, de notes à jouer. Mais ça prend un chef d'orchestre pour s'assurer que la musique à la fin est jouée correctement. Merci beaucoup. Monsieur Steinman, avec tout ce que vous avez entendu du Québec, mais ça semble très similaire à vos conditions, à ce que vous vivez. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que vous voudriez que la salle ici retienne de l'expérience du Nevada en zone d'innovation? Well, again, very appreciative of this opportunity to talk about what we're doing in Nevada and to learn what you're doing here in Quebec. Again, the challenge of building an industry from the ground up requires exactly what you've heard today, the need to build an orchestrated approach, to build collaboration, while at the same time, especially from the standpoint of the hubs themselves, and especially amongst the public sector partners, and maybe even the nonprofit and community-based organizations, is to avoid putting your finger on the scale and selecting one private entity or one innovative approach to solving the overarching purpose of these hubs, which is to create that environment of investment via innovation, be it in the lithium battery, critical element, other EV material space, or the manufacturing and production of semiconductors, or the research and application of artificial intelligence and other key technology focus areas. It's very easy for the public sector, be it a federal, national government initiative, be it a state or provincial initiative, or a municipal and county level initiative, to start to favor one private sector interest over another. There has to be, while collaboration and working across organizational, institutional lines is critical, we have to continue to value what competition in a competitive open market brings to innovation and to the advancement of technologies. And again, that is a very fine line when trying to deploy various business creation, attraction, retention, and expansion strategies and resources, as well as various workforce development resources, in that you need to be careful and cautious that you're not protecting one private sector interest or a series of private interests against other private interests. I think for Canada and the United States, our Western allies in Europe, to catch up to and then exceed and move beyond where our key competitors are in some of these key technology focus areas, really is going to require us to unleash the potential of competitive market forces within these designated regional technology and innovation hubs, as opposed to trying to pick winners and losers in a competitive market system.
Merci beaucoup. Je crois qu'on est relativement proche de conclure. Donc, on peut dire, avec ce qu'on a entendu aujourd'hui de vous quatre, que les zones d'innovation, ça favorise l'essor des PME en créant un environnement, un écosystème, sans doute une approche collaborative intéressante. Excusez-moi. Je reçois jamais d'appel habituellement. Au bon moment. Donc, je reprends. Effectivement, on crée un environnement avec une approche globale, une approche où on a tous les aspects pour le développement des PME. On voit en particulier qu'on a une collaboration plus étroite entre, bien sûr, le monde de la recherche, l'innovation, l'enseignement, basé sur celui de l'entreprise. Et on va même plus loin, c'est le monde qui nous accueille, le monde municipal. Donc, dans le cas particulier de la filière batterie au Québec comme aux États-Unis, un tel environnement est d'autant plus important, et vous le rappelez, M. Steinman, que cette filière est naissante et repose actuellement sur une réappropriation du savoir, une réappropriation de la fabrication des équipements qui composent cette filière. Et c'est d'autant plus important que c'est une compétition actuellement. Il faut que ce soit très rapide dans un contexte géopolitique où l'Amérique du Nord, donc on parle Québec, Canada, États-Unis, doit sécuriser son économie en sécurisant ses chaînes d'approvisionnement. Et ce qu'on voit, c'est que autant aux États-Unis, au Nevada, donc au Québec, on a misé sur les PME et sur les entreprises pour se réapproprier ce savoir et cette capacité de produire. Donc, c'est indispensable le travail que vous faites et comme Clément, tu le rappelais tout à l'heure, de pouvoir intégrer de la mine à la batterie et d'avoir un message important du ministère des Ressources naturelles en collaboration avec le ministère de l'Économie et cette initiative gouvernementale des zones d'innovation, ça montre toute la logique qu'on apporte au développement de ce secteur et toute la capacité aussi gouvernementale qu'on veut y mettre. Encore une fois, merci beaucoup. Et puis, j'imagine que vous serez disponible pour des questions si des gens de la salle en ont une fois qu'on sera sorti de scène. Merci beaucoup. Merci encore.